Good evening, Clarice. Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Le Silence des Agneaux, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Hannibal Weber et j'essaie d'arrêter les fèves au beurre et le Chianti parce que ça fait grossir. Et mes serial podcasters sont... Buffalo Vacho, il met le podcast dans le panier. Et Norman Calif dans le bruit du Michui. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ciné-Chat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour célébrer ensemble Abracadalloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, et très heureux d'accueillir enfin un nouveau Atman dans l'émission, qui nous fait la gentillesse de remplacer au pied levé Philippe Seth Bundy, à qui nous pensons très fort, mais qui n'a pas eu le temps de terminer son masque en peau humaine à temps pour l'émission, et qui nous retrouvera dans quelques jours pour une surprise. Je suis en fait, comme je dis Foster, je suis un deuxième choix. Il était un fois. Un film qui me tenait particulièrement à cœur. Le seul film d'horreur à avoir remporté l'Oscar, sauf si on compte Forrest Gump. Mais la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Alors laissons sans plus tarder la parole à Laurent, qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé « Je t'amène à la chasse aux papillons ». The killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. Alors la genèse de Silence des Agneaux, ça part bien sûr d'un roman de Thomas Harris, qui est un auteur de thriller qui avait commencé sa carrière avec un roman qui s'appelait Black Sunday, qui avait donné lieu à un film de Frankenheimer en 77 avec Mark Keller et Robert Shaw. Tu l'as vu, Atman ? Oui, et surtout Bruce Dern. Un truc sur le... Je l'ai pas vu ce film, c'est bien. C'est un film magnifique, ouais. C'est un film qui n'est plus jamais repassé parce que ça parle d'attentats palestiniens contre les Juifs dans un grand stade. Je crois, c'est un truc comme ça. Et c'est un film un peu... C'est un des rares films de Robert Shaw que j'ai pas vu et j'ai toujours eu... Et Mark Keller, la Suisse allemande, magnifique. Quelque chose. Laurent, à toi, pardon. J'ai pensé à Munich un peu, Black Sunday, parce que tu as un épisode de Munich qu'on voit au début, parce que Robert Shaw joue un mec du Mossad, qui poursuit une terroriste palestinienne jouée par Bart Keller. Quand Bart Keller en terroriste palestinienne, c'est pas vraiment le casting le plus évident. Mais disons que le film avait pas marché du tout, mais moi je le trouvais pas mal. Après, il avait fait ce roman qui est devenu le prequel finalement du Silence des Agneaux, qui s'appelle Dragon Rouge, qui a été adapté après aussi plusieurs fois au cinéma par Michael Mann. On peut profiter pour parler brièvement de chacun des films, si vous voulez. Laurent, qu'est-ce que tu penses, toi, de Manhunter d'abord et ensuite de Dragon Rouge de Brett Ratner ? Alors déjà, il faut dire, moi j'adore Dragon Rouge, le roman, pardon, je trouve que c'est vraiment génial. C'est William Friedkin qui devait le faire à une époque. Il a vraiment beaucoup regretté de ne pas l'avoir fait. C'était vers 85 qu'il devait le faire. Et moi j'aime bien le film de Michael Mann, mais je trouve pas que ce soit aussi bien que le Silence des Agneaux. Mais disons que c'est un film tout à fait intéressant. Après j'aime moins celui de Brett Ratner, qui est plus fidèle au roman, mais qui est un peu long, avec je trouve Anthony Hopkins qui est en Dr Lecter, parce que c'est donc le premier qui est en roue libre surtout, il est en roue libre. Un peu vu. Je me rappelle, il a une petite queue de cheval dans un flashback, c'est très drôle quand même. Et il est censé être jeune alors qu'il est beaucoup plus vieux. Déjà, Brett Ratner, comment on peut confier à un mec qui a fait des films de karaté avec Jackie Chan et machin, la suite ou le truc du Silence des Agneaux, c'est confié de donner... Il y a des bonnes choses dans Dragon Rouge. Ça nous a permis de voir Philippe Seymour. C'est comme si Claude Zidi réalisait un prophète. Je sais pas comment t'expliquer. À un moment donné, on donne c'est peut-être un caprice qu'il a dû avoir. Atman, que penses-tu du premier acteur qui a joué Hannibal Lecter, Brian Cox, dans le rôle? Alors moi je me rappelle, parce que je travaille dans un vidéoclub, je n'ai aucun souvenir de sa prestation je me rappelle que des amis me disaient que c'était un grand personnage, le personnage d'Hannibal Lecter, et que le truc qu'il faisait avec William Peterson était vraiment pas mal, mais c'est quand on a vu Anthony Hopkins qui a déposé le rôle qu'on a compris qu'il y avait... Laurent, qu'est-ce que tu penses c'est une version très différente, c'est une version... Je suis un peu d'accord aussi. Moi j'avais pas été très impressionné par Brian Cox. Tu veux pas dire qu'il est mauvais dans le film, mais le Dr Lecter apparaît tellement peu dans le Manhunter que finalement il n'était pas très marquant. Le meilleur de Manhunter, c'est Tom Noonan dans le rôle de Francis Dollarhide, qui est beaucoup mieux casté que Ralph Fiennes, qui n'était pas du tout crédible malheureusement, et qui faisait vraiment peur. Mais le reste du film était malheureusement souffrait de l'esthétique de Miami Vice, qui était le truc de Michael Mann à l'époque, tu vois.
Il y a une lumière d'ophtalmo. On est dans un hôpital, tout est tourné en blanc, mais il n'y a aucune magie quoi. Par rapport à la photo et au travail qui a été fait dans Le Silence des agneaux. Ouais. Là, il n'y a aucun travail. C'est cadré vraiment télé. T'as raison. Mais Miami Vice, Michael Mann. Alors, tu sais, pour finir sur Manhunter, tu sais qu'il avait demandé à William Friedkin de faire le Dr Lecter. C'était son premier choix pour jouer le Dr. Je pense que ça aurait été plutôt marrant si Friedkin avait accepté, mais Friedkin avait trouvé ça de très mauvais goût vu que lui avait voulu le faire, tu vois, donc il n'avait pas envie de venir jouer un personnage dans le film qu'il voulait faire fait par quelqu'un d'autre. Et bon, à part ça, moi j'aimais pas la bande son, j'aimais pas ses choix musicaux, tu vois, de faire de la musique un peu. Et je suis pas très fan de William Peterson, mais je suis pas très fan non plus de la prestation d'Edward Norton dans Dragon Rouge. Ouais. Bon, Peterson, il venait de faire un film avec Friedkin en plus, To Live and Die in LA, si tu veux, donc il jouait un peu de la même manière. Non, mais c'est pas un mauvais film, hein, mais je trouve pas que ce soit. Il y a des gens qui trouvent un chef-d'œuvre, Manhunter, moi je trouve pas du tout. Pas du tout, mais on sent très bien que ces années 80 tournent autour de cette espèce d'ambiance. On n'est pas encore arrivé à toutes ces séries qui vont arriver plus tard sur le profilage, sur tout le truc. Et on voit vraiment que ça tourne autour entre le Down in LA de William Friedkin. Tous ces films-là se tournent autour et c'est un peu raté. Et je trouve que l'esthétique des années 80 ne correspond pas bien à ce qui va arriver plus tard dans les années 90 avec le film dont on parle en ce moment. Oui, c'est vrai. L'esthétique années 80 se prête pas tellement à l'univers de Thomas Harris, je trouve. Alors que To Live and Die in LA, je trouve que il y avait la musique un peu des années 80, mais ça se prêtait mieux. Après, Hannibal, moi je trouve que le roman, moi j'avais lu le roman, je me souviens quand le roman était sorti, le roman était vraiment nul, parce que tu sais que dans le roman, à la fin, Clarisse devient la maîtresse de Lecter et se met à devenir cannibale, c'est-à-dire se met à bouffer des gens aussi. Donc ça devient un couple de serial killers à la fin. Ouais. Et c'est en fait quand Jodie Foster a lu le livre, elle a dit je peux pas jouer ça, tu vois. Donc elle a refait le rôle. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé après de trouver une autre actrice. Et Demi aussi a refusé de revenir. Et c'est drôle parce que l'anecdote c'est que Ridley Scott reçoit le scénario d'Hannibal et il dit les gars, je viens de faire Gladiator, je vais pas faire Hannibal dans les Alpes avec ses éléphants. Il croyait que c'était... C'est trop drôle. Jonathan Demme, on lui a proposé la suite alors ça, je pensais on lui a proposé et comme je crois que Foster, comme disait Laurent, ne voulait pas le faire, il n'a pas voulu le faire et il n'était pas du tout intéressé par une histoire d'amour entre les deux parce qu'il y a près d'une trentaine d'années de différence entre les deux et c'est pour ça que Julianne Moore a été engagée et qu'ils ont quand même downplay un petit peu l'histoire d'amour entre les deux si tu veux. Il y a un truc qui est très bien qu'ils ont enlevé aussi, Laurent, tu sais, c'est comme dans le livre des Dents de la Mer, tu te rappelles, il y avait une histoire d'amour, une espèce d'affaire avec la femme du shérif qui se masturbait en pensant à l'esténographe. Enfin, t'avais des pages entières, mais c'était à l'époque où c'était bien vu. Elle le trompait avec Hooper, c'est ça? D'ailleurs, j'ai le look de Hooper. Moi, non, elle se masturbait en pensant au requin, en fait. Ah bon? Non, c'était Hooper, effectivement, mais attendez, c'est tout ça pour dire qu'il y avait une histoire d'amour entre Clarisse et Jack Crawford. Oui, c'est ce qui. Mais il y fait une allusion à un moment donné dans le film. Est-ce que vous couchez avec lui? Est-ce que vous pensez à lui? Il y a un truc à un moment donné qui est dit. Mais elle avait aussi une histoire d'amour avec les. Dans le roman, elle avait une histoire d'amour avec les deux mecs qui l'aident à avoir les papillons. C'est un peu, tu sais, qui. Non, attends, Jean, c'est pas vrai. Hein. Dans le roman Le Silence des agneaux, elle n'a pas d'histre d'amour avec Jack Crawford. Hein. Non, il y a une allusion. Je crois qu'il était son amant, oui. Il y a une allusion. Dans le roman, Jack Crawford, sa femme est en train de mourir d'une tumeur ou je sais pas quoi. Donc en fait, il est un mec qui est sur le point de perdre sa femme. Mais il n'y a pas d'histoire avec Clarisse. Oui, mais elle a un rendez-vous, je crois, avec les deux mecs de la fac là ou de la bibliothèque qui l'aident à dépecer à trouver le. Oui. Là, elle couche avec. Dans le roman, il y avait ça. Elle couchait avec un des deux mecs. Je me souviens. Un des deux mecs qui l'aide à trouver le nom du vrai papillon, tout ça et tout. Voilà. D'ailleurs, la fin du bouquin, elle est au lit avec un des deux mecs, les dernières lignes, et c'est là qu'on entend la phrase « et elle dormait paisiblement dans le silence des agneaux ». Tu vois, c'est comme ça qu'on entend la phrase « le silence des agneaux ». Et De Laurentiis, donc, ne veut pas faire le silence des agneaux à cause de Manhunter qui n'a pas très bien marché, c'est ça, Laurent? C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que c'est lui qui produirait Hannibal par la suite, puisqu'il a encore. Oui, parce que c'est un truc de production, le fait de la suite Hannibal, parce que c'est pas lui qui a produit le premier. Et on sent vraiment la patte de ce metteur en scène italien très spaghetti, qui rend le film un peu. Parce que moi, je me rappelle la première scène d'Hannibal, elle est trash, elle est hors du film, tu vois. On se croirait dans un Predator 2, tu sais, au début, avec tous ces mecs qu'on flingue au marché. Moi, j'ai détesté, d'ailleurs, j'avais lu un petit peu le début du roman, c'était pas du tout l'atmosphère. Très, tu vois, très silencieuse, très. Mais c'est drôle parce que De Laurentiis, plusieurs fois, il n'a pas eu de pif parce qu'il a refusé les Dents de la Mer aussi, et c'est pour ça qu'il a fait le Bison Blanc après avec Bronson. Le Bison Blanc, je me rappelle.
Ils ont un plan dans le Bison Blanc où tu sais, c'est comme ces trucs de rodéo que tu as dans Urban Cowboy, ce film. Tu vois, ils ont trouvé juste une mécanique de ce bison et ils te servent le plan à toutes les sauces. Ils doivent se faire chier au montage. On a combien de fois le bison qui court? Ils le mettent 20 fois, 40 fois. Incroyable. Créé par Carlo Rambaldi qui a fait E.T. aussi. Ce pauvre Rambaldi, ils l'ont mis à toutes les sauces. En fait, Dino De Laurentiis, au départ, si tu veux, William Friedkin, quand il voulait faire Dragon Rouge, il voulait le faire avec un producteur qui s'appelle David Geffen, tu vois. Ouais, et ils étaient allés voir Dino De Laurentiis, qui avait les droits du bouquin Dragon Rouge, pour lui proposer de faire une coproduction, tu vois. Ouais. Et Dino De Laurentiis s'était mal entendu avec Friedkin sur un film qui s'appelait The Brinks Job. Donc, ils ont commencé à s'insulter mutuellement et donc l'autre n'a pas voulu que ce soit Friedkin qui fasse le film. Donc, après, il a choisi Michael Mann et puis le film n'a pas marché. Donc, il n'a pas eu envie de faire Le Silence des Agneaux alors que normalement, il avait une possibilité de faire une option sur le roman, tu vois. Ouais. On peut parler aussi d'un homme important qui est Ted Tolley, qui est le scénariste du film, qui a parfaitement capturé l'essence du roman et a su la retranscrire à l'écran. Le scénario, là, c'est un modèle. Le scénario du Silence des Agneaux, enfin l'adaptation du roman, c'est vraiment un modèle. Tu peux l'étudier. C'est un scénario quasi parfait. Le Silence des Agneaux, il était presque dans tous les bouquins de scénaristes, il y a toujours une allusion à une scène du Silence des Agneaux qui est souvent des. Parce que moi, ce que je savais pas, je l'ai lu dans les trivia là, vite fait. Pour bachoter un petit peu, c'est Gene Hackman qui avait les droits et ce type, il lui a donné le scénario apparemment et il a trouvé ça trash de la part d'Hackman. Je trouve ça très bizarre. Non, mais surtout, Hackman, est-ce que c'est pas bizarre? Il a lu le livre, il sait bien que c'est un truc qui est très violent. Comment peut-il être surpris par le scénario et la violence du scénario? Moi, je crois ça lui a fait peur au dernier moment. Il a pas dû oser vouloir faire ça, je pense. Question, Laurent. Attendez, Laurent, est-ce qu'il allait jouer Crawford ou est-ce qu'il allait jouer Lecter? Non, celui qui devait jouer Lecter dans la version de Gene Hackman, normalement, c'était Robert Duvall. Robert Duvall. D'accord. Au départ, c'était un Américain de Baltimore et ensuite ça a viré vers le Britannique parce que Brian Cox est écossais. Il est possible que Hackman avait l'intention de jouer un rôle aussi dans le film. Hein, moi, j'ai pensé j'avais lu qu'il devait le réaliser, surtout s'il voulait sa première grande réalisation. Enfin, bon, c'est ça. Exactement. Mais il y avait aussi Sean Connery qui était pressenti pour le. Alors attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me permettre de dire, j'ai les bandes. Ça c'était après. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti, Miss Moneypenny. Good evening, Clarice. Mais non, c'est pas Clarice, c'est Clarice, Sean. Clarice. Je vois pas du tout Sean Connery. Le docteur Lecter, ils l'ont proposé à beaucoup d'acteurs parce que je me souviens de Brian De Palma à une époque, il m'avait dit en interview qu'on lui avait proposé le film et que c'était Jack Nicholson à l'époque qui devait jouer le docteur Lecter et que ça lui paraissait tellement cliché, tu vois que. Et quelques autres noms, il y a Al Pacino. I ate his liver. I ate her great ass with some fava beans and a nice Chianti. C'est quoi la phrase quand il parle de sa mitrailleuse là, go to my little friend. Voilà, c'est ça que je dois dire ça. Non, mais sinon, Dustin Hoffman, Laurent, Derek Jacobi, Daniel Day-Lewis, même Forest Whitaker. Ouais. Mais on peut revenir parce qu'on tourne autour du film. Moi, je voulais parler d'Anthony Hopkins. Attends, justement, je t'introduis d'abord, tu permets? D'accord. Mais parlons un peu cannibalisme avec Hackman, une des rares victimes de Jeffrey Dahmer à avoir survécu, parce qu'il ne lui plaisait pas physiquement, et qui nous parle du bon docteur et son interprète Anthony Hopkins dans un chapitre intitulé « Je vous apporte la nouvelle, tous les loups, tous les agneaux, plus jamais ne se querellent au bord du même ruisseau. » À toi. Comme disait Meg Ryan, je mets la même chose qu'elle dans le film. Ce que je voulais dire, c'est quand les films sont souvent, comme disait Milos Forman, casting is destiny, comme il dit si bientôt si ton père. Ça arrive au bon moment dans sa carrière. Moi, j'avais vu un truc, j'avais lu des choses sur lui où il s'était réveillé un jour dans une mare de tequila au Mexique. Il a dit c'est fini, j'arrête de boire, j'arrête de picoler. Il était parti d'Angleterre pour faire une grosse carrière à Hollywood et il avait fait des mauvais films, des petites séries de merde qui s'appelaient Les Dessous d'Hollywood. On l'avait connu dans Elephant Man, dans Le Bounty, où il y a déjà autour de lui Daniel Day-Lewis. Mais ça décollait pas vraiment. Il était toujours après L'Exorciste, il y avait Audrey Rose, il y avait des petits trucs comme ça, un pont trop loin, mais ça ne marchait pas. Il avait plein de... Et il s'est retrouvé à la fin à se dire, mais bon, ça, presque un second rôle un peu alcoolique. Et il est revenu au théâtre, et c'est au théâtre que Jonathan Demme l'a vu. Et c'est à partir de là qu'il lui a confié le rôle de Jack Crawford, et il a dit non, je vais faire Hannibal. Waouh, cool.
Ça, je l'avais vu dans un reportage sur lui où il en parlait beaucoup. Il dit que ça l'avait sauvé et qu'il avait insisté alors qu'il y avait moins de texte sur. Parce que moi j'avais lu qu'il avait demandé à Danny, qui lui avait proposé le rôle à la suite de Elephant Man. Il lui a dit mais pourquoi dans Elephant Man je joue un docteur mais il est gentil, il est cool. Pourquoi est-ce que vous me proposez un méchant, le diable comme ça? Et en fait, Demi lui a dit, probablement par rapport à son intelligence, effectivement. Et puis, s'il était surtout, comme on a vu, le 5e choix, et comme pour Jodie Foster, dont on va parler aussi, c'était pas du tout les premiers choix au départ. Mais tu l'as toujours pas fait parce qu'il s'appelle Jonathan Demi, pourquoi tu m'as fait ça, Demi? Laurent, tu sais quel est le groupe préféré de Hannibal Lecter? Le groupe? Non. Abba. Bah, rognon, foie, c'est ce que tu veux dire. Mais Laurent, quelles sont les inspirations de Lecter? Enfin, dans tout cas de Hopkins pour le personnage. Il racontait en fait que pour le phrasé du personnage, il s'était inspiré de l'ordinateur de 2001, de HAL, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il ne cligne pas des yeux du tout dans le film. Hein. Oui, alors justement, il s'est inspiré d'un chat. Moi, j'avais vu une interview de lui. Oui, il a tout fait par rapport à un chat. Et c'est un exercice qu'il avait travaillé en cours. C'est-à-dire, à un moment donné, il la regarde, il cligne de l'œil, et quand il ouvre son œil, ses pupilles sont déjà sur le livre. Touk touk, regarde comme elle cligne de l'œil. Il s'était inspiré vraiment d'un chat qui regarde, qui ne lâche pas Clarisse derrière le miroir. Il la regarde, il fait « Give me your credential », elle lui envoie le texte ou le dossier, il la regarde comme ça, en lui clignant. Tu parles aussi bien anglais que Jeff Domenech. Parce qu'il joue beaucoup avec ses yeux, là, avec son œil qui est un peu pété, là. Et il avait tout travaillé à partir du chat. C'était incroyable. Mais Friedkin, ça faisait vraiment sens parce que quand tu vois les scènes entre Clarisse et Lecter, là, dans la cellule, il y a vraiment des scènes de l'exorciste entre le père Carras et la fille possédée. C'est exactement le même ton. Et tu as même ce tiroir qui s'ouvre, tu sais, comme ça, dans un plan. Et c'est évident qu'il y a une influence de l'exorciste dans. Il y a exactement l'atmosphère de l'exorciste, c'est la suite directe de l'exorciste. Et les deux chocs, comme moi j'ai eu. Le premier plan du Silence des agneaux, c'est ces arbres, tu sais, quand elle fait son jogging. Et il y a un plan dans l'exorciste où quand le père Mérine est en train de marcher sur un chemin automnal avec des feuilles mortes et tout, t'as les mêmes arbres. Mais et c'est là qu'on va le chercher. La lettre. Voilà, c'est là qu'on vient le chercher. Mais ça fait penser aussi à Don't Look Now. Tu sais, c'est ces ambiances de forêt de Brocéliande. On est tout de suite dans un conte de fées et on s'attend à voir surgir l'ogre ou le loup. Et c'est magnifique. Il n'y a pas de forêt dans Don't Look Now. C'est à venir. Dans Don't Look Now, la petite fille se balade au bord de la rivière. Oui, c'est vrai. C'est forestier au départ, quand même. Il y a aussi petit chaperon. Je ne m'abuse. Il y a aussi cette installation par le décor d'une tension avant qu'elle arrive. Tu vois, je veux dire, ce long couloir, quand il marche et qu'il y a tous ces truands là dans Tonton qui lui jettent du foutre. Attends, excuse-moi, c'est dommage qu'après qu'il lui ait jeté son sperme multiple mix, elle n'ait pas la coiffure de Cameron Diaz dans Marie. Avec le truc là. Non mais et là tu sais que quand il arrive, on a le même plan pour revenir à l'exorciste que quand il rentre dans la chambre et qu'elle l'attend comme ça, complètement attachée. On arrive presque devant l'hôtel de l'horreur. Et parce que pour moi c'est le diable, Hannibal Lecter. Le diable se balade un peu partout dans la carrière de Friedkin et dans la carrière de Jonathan Demme. Je trouve on dirait que c'est le même chef-op, on dirait que c'est la même continuité, je trouve. C'est vrai, mais moi j'ai pensé que ce personnage était assez nouveau, ce personnage de Lecter, mais en fait c'est pas vrai. Il faut remonter une fois de plus à Fritz Lang, M. le Maudit bien sûr, mais aussi le docteur Mabuse. Parce que tu regardes Mabuse, le professeur Mabuse, l'ancêtre de Lecter, et même un personnage comme Moriarty dans les Sherlock Holmes, c'est les scènes entre elle et lui en prison, t'as l'impression de voir une espèce de Watson joué par une jeune femme du FBI et un Sherlock Holmes joué par Moriarty. Donc ce sont des archétypes du mal et de génie du mal. T'as surtout quand même l'image du psy qui est cannibale, c'est pas léger, tu vois, dans la culture américaine. Et méchant de James Bond aussi un peu quand même, dans le côté méchant excentrique. Ce cannibalisme par l'intelligence, parce que moi j'ai revu le film je sais pas combien de fois, si c'est joué par un autre acteur, si tu entends les dialogues, il y a rien. Si c'est pas vraiment investi par Anthony Hopkins, qui se trimballe avec 30 ans, tu vois, je veux dire, de Royal Shakespeare Company, qui a la bouffée de la planche et qui est vraiment un cérébral pianiste et tout. Le film ne tient sur rien, ne tient que sur... T'as le grand méchant loup qui martyrise une petite fille. Tu n'as que ça. Parce que c'est une petite fille à ce moment-là. Le film a été tellement parodié, a inspiré tellement de choses qu'avec le temps, il a perdu de sa force, si tu veux. Mais d'une certaine manière, quand on découvrait ça pour la première fois, moi je l'ai vu en salle sans rien en savoir, le jour de la sortie quasiment aux États-Unis. C'était le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs, 14 février. Et c'était absolument. Et tu vois d'ailleurs dans les James Bond, tu vois dans The Dark Knight, les scènes entre le Joker, tout ça est inspiré. Sans parler de la télévision après.
qui a été des X-Files à Twin Peaks. Il a déposé il a déposé la confession du thriller à l'image, quoi. On a vraiment ça qui en plus, ça c'est le point le plus crucial que je voulais dire dans Abracadapod, c'est qu'il a déposé le méchant. C'est la première fois qu'un méchant devient le héros d'un film. C'est-à-dire qu'après, putain, les Malcolm McDowell qui en ont pris plein la gueule pendant des années et qu'on traitait de barbares dans la rue. Là, on allait voir le film pour le méchant cannibale. On se fout bien sûr qu'on adore Jodie Foster et même les autres. Mais d'ailleurs, s'il n'y avait pas Hannibal, on n'aurait pas pu faire les suites. C'est-à-dire, la grande nouveauté, très, très rapidement, c'est 2 méchants aussi. Oui. Hannibal et Buffalo Bill, ça, j'avais jamais vu ça avant. Mais Laurent, le serial killer moderne, il démarre avec Psycho, inspiré également par Ed Gein, où il y a des films avant. Sans parler de M le maudit, bien sûr, mais aussi des films de psychopathes masqués, comme Vendredi 13 ou Halloween. Oh bah, alors là, il faudrait faire un historique, je pense. Non, mais il y en a avant. Il y a eu des films anglais, il y a eu l'étrangleur de Boston. Non, les films d'Hitchcock aussi, The Lodger. Il y avait un film d'Hitchcock. Non, je pense que tu peux en trouver avant. Après, c'est quand est-ce que le serial killer est rentré dans la mythologie américaine, un peu, si tu veux, parce que c'est devenu vraiment... Est-ce que tu connais le premier serial killer américain ? Allez, le massacre à la tronçonneuse, tout ça. Ça, c'est aussi inspiré par Ed Gein, comme Le Silence des agneaux et comme Psycho. Mais le premier, Atman, tu connais le premier serial killer américain ? Je sais pas, Rockefeller, non ? Quel bordel. Non, je sais pas. Ça devait être un film de Scorsese avec DiCaprio pendant longtemps. C'est un type qui s'appelle H.H. Holmes, qui avait construit un hôtel du meurtre à Chicago au début du siècle, au moment de la foire internationale. Ça vous dit rien, apparemment. Non, mais d'où vient, parce que cette notion de serial killer, elle existait, je sais, en Allemagne, dans les années 20, il y avait, je dis pas par rapport à M. le maudit, mais je sais qu'il y avait des grands, et il y en a eu plein pendant la guerre. Le vampire de Düsseldorf. Voilà, il y avait cette notion-là, il y en avait en France, mais ce truc-là était vraiment répertorié avec les États-Unis, quoi. On a vraiment eu ça. C'est vrai, et puis l'âge d'or, ça correspond à l'âge d'or du cinéma aussi, c'est les années 70. Tout d'un coup, tu avais les Bundy, les Dahmer, on a vu récemment. Vous avez vu, tous les deux, vous avez vu la série Dahmer, j'imagine, sur Netflix. Laurent, je sais que tu l'as vu. Non, moi j'ai regardé les trucs de Fincher, là, les Manhunter, enfin tu sais, les Mindhunters. Voilà, j'en ai regardé un paquet comme ça, mais après, je retrouve toujours un petit peu il y a toujours un petit peu le Silence des agneaux qui arrive dessus sur la première, celle qu'on convoit. Tu vois, tu as toujours les mêmes recettes qui reviennent un peu par rapport à l'enquête, c'est vrai. Mais c'est quand même bien. On est vraiment, ils sont vraiment dans la tête des gens, quand ils sont dans la tête du tueur, quoi. Voilà. D'ailleurs, ils ont le total aide du FBI, un petit peu comme Top Gun, où tout d'un coup ils ont aidé, l'armée avait aidé le film, et il y a eu plein de gens qui se sont engagés d'ailleurs par la suite. Ouais. Ils ont voulu avoir des recrues, en particulier féminines, dans le FBI, et ça a très bien marché. Ça a été un très bon outil de recrutement. Et Laurent, tu peux nous parler un peu de Jodie Foster et en particulier à quel moment elle est dans sa carrière ? Je ne sais rien de toi, j'ai le cœur qui bat. En fait, au départ, c'est Michelle Pfeiffer qui devait jouer Clarice Starling parce qu'elle avait fait un film avec Jonathan Demme qui s'appelait Married to the Mob juste avant. Et, Veuve mais pas trop, c'est ça ? C'est ça, Veuve mais pas trop. Et comme il était bien entendu, il lui avait proposé le rôle. Et en fait, c'est aussi, soi-disant, parce qu'elle a lu le scénario ou le bouquin, je sais pas, elle a trouvé que c'était trop violent, elle se voyait pas là-dedans. Donc, elle a décidé de laisser tomber. Je crois qu'après, ils ont pensé à d'autres actrices avant d'arriver. Et c'est Jodie Foster qui a elle-même demandé, en fait, à Jonathan Demme de l'auditionner ou de le rencontrer pour jouer Clarice Starling parce qu'il pensait pas du tout à elle. Et Jodie Foster, à l'époque, elle s'est déterminée par rapport à ce film-là à cause de l'incident qu'elle avait eu. Tu sais, il y avait un gars qui avait tiré sur Reagan et parce qu'il était fan de Taxi Driver et comme elle jouait dans Taxi Driver, il voulait l'impressionner comme ça. Donc, elle avait été en contact quand même avec des barjots. Bon, c'était pas un serial killer. Elle s'est sauvée en France. Elle s'est planquée en France à cause de ce mec-là pendant quelques années. Et du coup, en fait, c'est elle qui a été demandeuse. Il y a quelques années. Des fois, ça arrive, les acteurs qui démarchent le metteur en scène pour dire voilà, je voudrais. Mais je crois qu'il y a pire. Je crois qu'elle a vraiment fait le pied de grue chez Jonathan Demme en lui disant même elle s'appelait deuxième choix, c'est pour ça que je faisais une vanne tout à l'heure au début, c'était le deuxième choix. Ils ont vu comment ça s'appelle, Emma Thompson, plein de gens et tout, des gens un peu, ils ont vu je ne comprends pas, c'est qu'elle sortait d'un Oscar, elle sortait d'un Oscar avec le film sur la fille violée là, comment ça s'appelle, Les Accusés. Elle était quand même en Alice, je comprends pas pourquoi ils lui ont pas donné mais un truc qui est intéressant, Laurent, tu te rappelles, Milo, tu parlais de Casting is Destiny, Atman.
Men. Et Milos Forman, il a vu tout d'un coup F. Murray Abraham, après avoir eu plein de noms pour le rôle de Salieri. Il a vu chez ce type un mec qui n'avait pas complètement réussi son coup, et il a vu la même amertume que chez Salieri, et il l'a engagé. Et Demy a vu chez cette petite bonne femme qui était son 4e choix, après donc Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Laura Dern, une détermination qui était la détermination de Clarisse. Et c'est pour ça qu'il l'a engagé. Sur un portrait qu'il y a sur Arte sur Jodie Foster, et tu l'as aussi sur Wikipédia, et Jodie Foster a dit une phrase à Jonathan Demme qui l'a déclenché. Il dit, comment voyez-vous le personnage? C'est une femme qui essaie de sauver une autre femme. Et ça lui a fait rentrer dans la tête qu'il fallait l'apprendre, voilà. C'est joli, et puis, ça, ouais. après, plus tard, il a dit c'était une petite fille qu'il fallait sauver. Parce que moi, j'ai su sur Michelle Pfeiffer qu'elle voulait avoir un enfant, qu'elle n'était pas du tout rentrée là-dedans, qu'en lisant tout ça, elle attendait un enfant, je crois. Il y avait un truc comme ça. Elle était pas beaucoup de gens ont été repoussés par la violence. Ouais, voilà. Il y a un truc non sexuel d'ailleurs, je trouve, chez Jodie Foster qui marche avec Hannibal Lecter. Exactement, parce que je pense qu'une nana sexy, Nicole Kidman, ou ça aurait pas marché parce qu'on aurait se dit il y a un truc sexuel, il essaie de la séduire. Ou... Là, il y a même Julianne Moore aussi, qui est pas bien. Voilà. C'est pour ça que je trouve que Julianne Moore est moins bien, moi je trouve, dans le Hannibal. C'est un moins bon choix, parce que celle-là, du coup, elle est presque... On a l'impression que c'est pas encore une femme formée, tu vois, on a l'impression que c'est presque une adolescente, un peu Elle est pure surtout, elle est presque pure. C'est-à-dire, quand il dit à la fin qu'il ne la touchera pas, on le sait, on le sent. On sent qu'il ne viendra pas pour elle. C'est presque... Je veux dire, moi, je te dis, c'est le loup avec le petit chaperon rouge, je n'y toucherai pas, je vais t'aider. Tu vois, en plus, quand je te parle de ça, il y a une histoire d'agneau de... Jodie Foster, elle a remplacé aussi Nicole Kidman sur Panic Room, après, tu sais, le film... il paraît que Nicole Kidman a lu pour le rôle de Clarice Starling à l'époque, effectivement. Ouais, mais tout le monde a lu. Je voudrais parler une seconde du poster, qui est quand même iconographique. Il est derrière moi. C'est ce poster avec ce papillon, inspiré de In Voluptas Mors, de Dali, tu sais, la photo de Dali. Oui. Eros et Thanatos. Vous avez vu le poster avec Anthony Hopkins? Il y a aussi le même avec Anthony Hopkins avec le papillon sur la bouche. Ouais. Moi, l'affiche m'avait rebuté à l'époque. C'est des amis qui m'ont dit, mais le voir, parce que l'affiche, je comprenais pas, le silence des agneaux, un papillon, tu vois. Mais j'étais un peu basique, moi, à l'époque. J'allais voir des films, tu vois, je me sais exactement où j'étais et quand je l'ai vu sur au Gaumont Opéra, en VO, et ça m'avait mis une gifle, mais vraiment une gifle. Et je me dis, mais l'affiche ne raconte pas du tout. Et toi, Laurent, ta première fois? Moi, je l'ai vu en projection de presse, je me souviens, parce que j'étais à l'époque, j'avais pardon, une monsieur. projection de presse, donc j'avais vu un mois ou deux avant que ça sorte, et c'est vrai que moi j'avais été étonné de voir que Jonathan Demme, il avait jamais vraiment rien fait de comparable, c'est-à-dire c'était pas un metteur en scène qui faisait vraiment des films d'horreur, c'était surtout un gars qui faisait des choses très décalées. C'est-à-dire Married to the Mob, où il y avait Melvin and Howard. Enfin, moi, j'avais vu 3-4 films de lui. Il avait fait un thriller qui se passait dans les chutes du Niagara, qui était vraiment pas terrible avec Roy Scheider. Something Wild avait quand même une formidable performance de Ray Liotta. Voilà, ça, moi, je trouvais que c'était son meilleur film à l'époque, Something Wild. Et quand même, un des meilleurs documentaires musicaux sur les Talking Heads, Stop Making Sense. Mais disons, quand on te disait Jonathan Demme vient de faire un des films les plus... Moi, je me souviens de Michel Simon, qui l'avait déjà vu, m'a dit j'ai vu un film absolument terrifiant. Je lui dis c'est quoi? Il me dit ça s'appelle Le Silence des agneaux. Déjà le titre, tu vois. Ouais. Je me disais c'est quoi ce truc? Comme Anthony Hopkins, qui croyait que c'était une histoire pour les enfants, à cause du titre aussi. Et Jonathan Demme, je me disais, c'est bizarre, c'est un gars qui a jamais fait de film d'horreur, donc c'était un drôle de choix pour mettre en scène ça, si tu veux. Incroyable. Et moi, brièvement, ma première fois, c'était donc le jour de la Saint-Valentin, avec ma mère, aux États-Unis, Norman Weber. Dis-moi. Mais on savait pas ce que c'était, on sortait quasiment de l'avion, on était donc décalé horairement, on savait pas ce que c'était, et on voit tout d'un coup cette affiche avec Jodie Foster, on aimait bien Jodie Foster, faut préciser que Jodie Foster c'était une enfant star avant dans les films de Disney au départ, et que c'est la petite fille dans les publicités Copperton, tu sais, qui se fait mordre son maillot de bain par un chien, et surtout c'est la même année que Freaky Friday, Taxi Driver. Ouais. En compte. Donc, elle a vraiment cassé son image. Non, mais elle a été dans Alice. Alice n'habite plus ici. Et elle avait fait... Moi, je l'ai connue dans le Papermoon, tu sais. Moi, c'est mon film préféré. C'était la fille de Ryan O'Neal. Non, la fille de Ryan O'Neal le jouait dans le feuilleton, dans le film. Ils en avaient fait un feuilleton avec le père Conley. Qui jouait dans Peyton Place avec lui. Et moi, je l'avais connu comme ça, tu vois, et Jodie Foster. Après, je l'avais connu avec Claude François chez Drucker quand elle avait sa carrière française. Elle chantait en français. Moi, je l'avais vu dans un film avec Mort Schumann, le chanteur. La petite fille au bout du chemin. La petite fille au bout du chemin. Et à l'époque, un film français avec Bernard Giraudot, Moi, Fleur Bleue. D'Éric Le Hung.
Mais ça, c'est quand elle s'est tirée, comme tu disais, par rapport à ce type qui l'a harcelé. John Hinckley Jr. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu as vu le film, il y a eu beaucoup de problèmes avec un petit peu comme Basic Instinct, avec les ligues LGBT. Justement, je voulais qu'on parle de Ted Levin. Ted Levin. Ah ouais, tu parles. Allez-y, qui ouvre le feu, là, qui ouvre le bal. Alors attends, donc c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'une fois de plus, il précise quand même dans le film qu'il n'est pas transsexuel. Mais quand même, les gens n'étaient pas contents qu'une fois de plus, un type s'habillé en femme ou un type aux orientations homosexuelles soit un serial killer. Il y avait eu Brian De Palma, Pulsion, de Dress to Kill, déjà aussi avant, tu vois, qui a déjà défrayé un peu Il y avait eu Cruising avec Al Pacino, qui avait rendu les homosexuels complètement dingues, tu vois, parce qu'on disait que c'était... Exactement. Ils avaient peur d'être campés d'être montrés sous un angle de tueur en puissance, tu vois. Et l'année suivante, Basic Instinct avec Catherine Tremel jouée par Sharon Stone, qui était également lesbienne. C'est ça. Atman, parlons un peu de Ted Levine, Jamie Gum, Buffalo Bill. Moi, Ted Levine, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de l'avoir vu vraiment faire des méchants dans la main droite du diable. Tu sais, il était toujours un peu... Et ce rôle-là, je ne l'ai pas du tout reconnu. C'est vraiment la transformation à l'acteur studio, tu vois, d'un personnage. Il m'a vraiment glacé le sang avec son plâtre, la façon dont il a tué. Quand tu le vois en plus en VO, et sa voix un peu rocailleuse comme ça, vraiment, il t'en fait des cauchemars. Le plâtre, c'était un truc que faisait Bundy pour attirer ses films. Et derrière, cette controverse a fait que ça LGBT, où ils se mettaient, tu sais, le sexe derrière le truc, ils ont trouvé vraiment ses doigts, ils ont trouvé tout ça très très trash, et ça a vraiment été justement le syndrome ce que j'appelle Malcolm McDowell. Tu vois, tu tapes des petits vieux dans Orange Mécanique, tu fais Caligula, on veut pas te parler, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'était l'époque, et il a changé ça, Anthony Hopkins. Et derrière, tu le retrouves dans Monk, parce qu'il essaie vraiment d'avoir une carrière un peu plus, je veux dire, un peu plus fleur bleue, un peu plus, tu vois, un peu plus rose. Il était très bien dans le remake d'Alexandre Aja de La colline à des yeux. La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Moi, j'ai bien aimé Monsieur Réfi sur le premier, en fait. Avec Michael Berryman. Le mec était, je connais pas son nom. Ouais. Et Ted Levin, après, il a fait encore des méchants, mais ça lui poursuivait cette image de Silence des agneaux. Et quand tu le revois un petit peu après dans ce feuilleton, moi j'adore Monk, où il joue le capitaine Stetton de l'élan de Tottenheimer, où il joue vraiment un petit bonne patte comme le capitaine Dobé. Tu te dis, mais voilà encore une carrière. C'est drôle. Tu vois, c'est un second rôle et il continue à travailler. Il n'a pas arrêté. Il est même dans un Jurassic Park, je me rappelle. Donc... Il est formidable dans le Jurassic Park. Je vois vraiment un enfoiré le dernier. Laurent, sublime musique de Howard Shore, quand même. Tu as vu, très classique, mais qui donne tout d'un coup une dignité au film et une élégance, je trouve. Tu l'as, je sais que tu collectionnes les musiques de films, Laurent. Tu l'as celle-là ou pas, non? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Howard Shore, si tu veux, c'était surtout connu comme le compositeur de Cronenberg à l'époque, tu vois, qui avait aussi After Hours. Mais en fait, ce que tu regardes, c'est que si tu regardes bien le début du thème principal, tu vois. En fait, c'est un peu pompé sur le début de Batman par Danny Elfman. Ah ouais. Avant. Un peu les 3-4 mêmes notes de début. C'est vrai. Mais vraiment, la musique installe vraiment une musique qui fait pas que le film vieillit, tu vois, ça t'installe une espèce de sourdine d'atmosphère comme ça, très classique, qui te fait rentrer dans le film, mais en 30 secondes. Moi, je me rappelle, c'est fou quand même, un film qui s'appelle Le Silence des agneaux, t'as ce plan de cette fille en sueur qui court à Quantico, je sais pas où elle s'entraîne, et t'es déjà dans le film, t'as déjà la trouille, et t'es déjà dans l'univers de l'exorciste, quoi. Tu vois, je sais pas, elle s'entraîne en West Virginia, à Quantico, parce qu'ils ont tourné tout en décor naturel, et ça donne un truc très supplémentaire. Je pense que la scène, l'espèce de cul de basse-fosse médiéval de Lecter, je pense que ça, c'est du studio, mais à peu près tout le reste, c'est quand même en décor naturel. Cette scène de jogging qui ouvre le film, ça commençait pas comme ça, normalement. Ils ont tourné le film autrement. Ça commençait en fait par... on voyait des voitures de police arriver, on voyait Clarice Starling qui rentrait, tu vois, avec le flingue pour arrêter un mec, et tout d'un coup, tu avais un pistolet qui se braquait sur sa tête, et il y avait un mec qui disait Starling, you are dead. Et on se rendait compte que c'était un exercice, tu vois, et qu'elle était une nana... qui est présente plus tard dans le film. Et on voit la scène plus tard, en fait, dans le film. La scène plus tard, ouais. Mais ça installait pas l'atmosphère qu'ils voulaient.
Tu vois, donc ils ont finalement Parce que surtout, Jodie Foster a dit très justement que ça avait été déjà vu plusieurs fois avant, notamment dans un film que j'adore. Tu te rappelles dans Magnum Force, quand Clint Eastwood faisait justement un entraînement avec David Saul, et que tous ces jeunes flics lui mettaient étaient beaucoup plus forts que lui en tir. Ça, oui, mais attends, il les laissait faire pour récupérer les balles après derrière. Mais pour revenir au casting de Jodie Foster, ils y gagnent énormément parce que d'abord c'est un film très féminin où d'ailleurs c'est elle qui enquête et on met Jodie Foster dans l'ascenseur avec ses grands flics. Ouais. On la met toute seule avec ses shérifs quand il y a l'espèce d'autopsie vite fait là. Génial. Et tout d'un coup elle est toute seule et c'est la seule qui, enfin, elle récupère presque pas vraiment tout à fait la gloire de cette résolution d'enquête, mais c'est elle qui fait tout le job et c'est vraiment, elle est vraiment dans un monde de mecs. Je me rappelle moi vraiment plein de copines me disaient, j'ai vraiment envie de devenir profileuse à cause de ce film-là parce qu'il y avait vraiment un sentiment de pouvoir de la femme qui résolait tout. C'est vrai, non mais c'est un film sur la toxicité masculine et c'est en ça qu'il est encore plus moderne aujourd'hui que jamais et qu'il n'a pas pris une ride non plus. T'as vu, Lecter, Laurent, il s'habille de blanc parce qu'il est terrorisé par les dentistes. Ça vient peut-être de Is It Safe? Peut-être. De toute façon, tu ferais Marathon Man. T'aurais fait Marathon Man à l'époque. Hopkins, il aurait fait le Dr Zell, tu vois. Absolument. Le Dr Zell, aussi un ancêtre de Lecter, bien sûr. Absolument. Mais en même temps, tu as raison parce que le professeur, celui qui a fait découvrir Anthony Hopkins et qui l'a fait travailler le premier, c'est Laurence Olivier. Donc. C'est son maître absolu, quoi. C'est son, voilà. On n'a pas parlé de Anthony Heald, celui qui joue le. Formidable. Chilton. Voilà, celui qui va dîner à la fin là, celui qui va bouffer. Il est formidable ce type. Mais c'est une tradition de connard dans le cinéma américain. Il y en a un comme ça aussi dans Die Hard, qui est ce type qui est le journaliste, tu sais qui. Oui, William Atherton. Voilà, exactement. Et qui démarre sa carrière chez Spielberg. Attends, c'est le même que dans Ghostbusters. Ghostbusters, William Atherton. Voilà, il était spécialiste de ça. Et qui jouait Michael Cullen contre la World Company. Il jouait à peu près son même rôle. Mais il avait démarré dans Sugarland Express. Il était magnifique. Il jouait le type qui accompagnait Goldie Hawn et après sa carrière, il joue. Ça, c'est la grande force de Die Hard. C'est de jouer. C'était un homme trop du cul, quoi. Voilà. Ouais. Laurent. J'ai pas su combien de minutes exactement Hopkins était à l'écran. Il y a des gens qui disent 16 minutes, d'autres 23. Non, je pense que tu sais, ils doivent confondre la durée de la scène dans laquelle il figure avec la durée des plans où il apparaît. Je pense que c'est très peu. Alors le problème, c'est qu'il a été quand même nommé pour l'Oscar du meilleur film, pour l'Oscar du meilleur acteur. Et je me demande si pour l'Oscar du meilleur acteur, tu n'as quand même pas un métrage normalement réglementaire. C'est-à-dire que sinon, tu es supporting acteur, tu vois, si tu es juste... C'est un second rôle dans le film. Ouais, moi ça me paraît. Je crois que tu comptes aussi, par exemple, quand il est allongé sur le sol avec le masque de Pembury sur le visage. It's Pembury, talk to him, damn it! Et on sait en fait que c'est lui quand même, t'as vu, mais les gens comptent peut-être ce temps à l'écran. Et d'ailleurs, c'est incroyable comme il fait cette espèce de diaporama dans la bibliothèque. Il a 10 minutes simplement et il crucifie ce type et il fait un truc de musée. Là, c'est complètement. Cette cage au milieu là, qui a été reprise mais depuis dans les Avengers, ce truc d'isolement, tu vois, où tout d'un coup le type, mais vraiment avec un trombone, lui laisser un trombone, c'est comme donner de l'uranium aux Iraniens, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment un truc, et c'est un truc terrible parce que on se retrouve, tu sais, le truc blanc qu'il a là, comme tu as là, c'était pour faire ressortir le sang en fait, beaucoup plus violemment. Ah ouais. Voilà, qui était vraiment comme un boucher en fait, et tu le vois pas du tout arriver, quoi. Ouais. Avec ce Charles Napier là qui jouait dans les films de Bruce Meyer là, qui est l'acteur fétiche, qui est l'acteur fétiche de Jonathan Demme. Demme, pourquoi tu m'as fait ça? Ce qui est marrant, c'est que Jonathan Demme, après, il a jamais refait un film aussi bon. Philadelphia, il avait fait. Philadelphia était bien quand même, ouais. Philadelphia, c'est un grand film. C'est pas pareil quand même. Il a jamais eu envie de refaire un film violent après ça. Non, mais après le nanar qu'il a tourné en France là avec Nick Nolte là. Ça, j'avais fait le casting. Le truc avec Mark Wahlberg là, comment ça s'appelait là? Oui, comment ça s'appelle? Le remake de Charade. Ouais. Voilà, oui, il avait fait un truc comme ça, c'était. La vérité sur Charlie, que ça s'appelait. Voilà, c'est ça. Mais il y a un paquet de metteurs en scène aux États-Unis qui sont des metteurs en scène de grands films et qui ont fait, par exemple, Curtis Hanson, pour moi, n'a fait que des mauvais films. Et quand tu vas aller Confidential, tu te dis, mais et après, plus rien. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est Oui, vrai. Avant rien, et après. Et c'est un peu pareil, Jonathan Demme, quoi. Curtis Hanson, il avait fait des petits thrillers, il avait fait un La main droite. Faux témoin, Bedroom Window, avec, il y avait Isabelle Huppert, je me souviens, dedans, ça datait. Et Steve Guttenberg. Et Steve Guttenberg, qui n'a pas inventé l'imprimerie, Bon, mais qui ça suffit. Revenons à nos moutons, revenons à nos agneaux. Et, Ouais. Bravo. Laurent, est-ce que tu avais vu, toi, le show Hannibal avec Mads Mikkelsen? Oui, Tu peux nous en parler un peu, brièvement? Écoute, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des saisons. Il y a une saison après qui traite du Silence des agneaux, je crois. Mais je l'ai pas vue celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une actrice qui doit jouer Clarisse normalement. Mais ils l'ont pas fait, paraît-il. Ils n'ont pas eu. Ça doit être la 5e saison. Enfin, il y en a une qui raconte Dragon Rouge en tout cas. Tu vois. D'accord. Et si le Silence des agneaux, il me semble qu'il y en a une. Qu'est-ce que tu penses de Mads dans le rôle de Hannibal? Moi, je trouve très bien. C'est un autre style que Hopkins ou que Brian Cox, mais je le trouve beaucoup plus dandy, beaucoup plus. Moi, j'avais bien aimé la série. Par Uliel, on va pas en parler beaucoup. Non, mais ça, c'est Un film qui était pas terrible et surtout. c'était nul. C'était nul. Ouais. Et magnifique photo quand même de Tak Fujimoto, il faut quand même le signaler. C'est une photo très naturaliste, très années 70. T'as vu même. Très années 70. Mais il a un gros CV. Mais bizarrement, sur des films, il a fait quelques nanars quand même. Et tu sens quand même que un film, c'est quand même une équipe. C'est parce que je pense qu'il y avait Jodie Foster, Anthony Hopkins, Tak Fujimoto qu'on arrive et Jonathan Demme. C'est pas tout seul. Tout le monde arrive sur son 31, comme on dit, parce que tu vois, par exemple, la direction artistique, l'idée d'avoir fait cette cage en verre, parce que Demme ne voulait pas au départ filmer des barreaux et ne voulait pas qu'ils soient séparés. Et tu as l'impression qu'ils sont face à face. Ça, c'est une idée extraordinaire de la part du designer, tu vois, de production. Ça joue avec les reflets parce que tu peux avoir dans le même plan, tu peux avoir les deux. Et puis il y a vraiment une influence. Moi j'ai trouvé, enfin en tout cas dans les plans où ils se parlent tous les deux, c'est surtout dans la scène où il est après, tu sais, dans l'endroit où il va s'évader là, quand il est dans le musée là, tu sais, dans la cage. Oui, il y a des gros plans, vraiment, tu te croirais presque dans un film de Bergman, c'est-à-dire t'es vraiment des traits. Je pense que le gros plan, c'est le plan signature de Demme, on le retrouve souvent dans ses films, et tu as vu, Lecter s'adresse directement à la caméra, il brise le 4e mur, alors que Jodie Foster est plus fuyante, elle part sur la gauche ou sur la droite, ça c'est une le dialogue est vraiment formidable, enfin, quand les échanges entre les deux, c'est super bien dialogué, enfin, c'est très économique. Non, moi je te dis, le scénario, moi je donne des cours de scénario, je l'ai fait étudier à des étudiants, tu vois. Ah ouais. Je voudrais parler brièvement d'Anthony Hopkins, parce qu'il est le seul à être revenu pour Hannibal, parce qu'il a touché 25 millions de dollars. Et il a tu sais comment il travaille, Anthony Hopkins, j'ai entendu ça dans un podcast récemment. Il lit le script 200 fois, Batman. Ensuite, il prend un Polaroid du personnage, il s'habille comme le personnage, et ensuite, il faut que ce soit un Polaroid qu'il tient dans sa main. Ensuite, il le regarde, le Polaroid, et il commence à se transformer en le personnage, comme s'il était possédé tout d'un coup. Et les gens racontent que quand tu vois ça sous tes yeux, c'est absolument hallucinant, quoi. Et il y a une autre règle qui s'appelle NAR, No Acting Required. Et c'est quand il se rend compte qu'il n'a rien à foutre, il est juste là. Ça, c'est ce qu'il met sur le scénario. Voilà, c'est ça, il marque ça sur son scénario. D'abord, il paraît qu'il n'a pas du tout communiqué avec Jodie Foster pendant tout le film. Elle l'a dit dans plein d'émissions, elle a dit il m'a pas voulu me parler du tout, on a échangé comme ça. Ouais. La première scène qu'ils ont ensemble, c'est l'arrivée. Et Jonathan Demme lui a dit mais où est-ce que tu veux te mettre? Dans un coin, devant, près de la. Il a dit non, je l'attends au milieu, debout. Extraordinaire. Fantastique. Extraordinaire, et ça démarrera comme ça le film, et je vais lui en mettre plein la gueule. Et quand on arrive, le type l'attend comme s'il avait des visions, comme s'il attendait depuis très très. Et tu vois, c'est vrai que t'as déjà peur, ouais. T'as déjà peur. Et la chose qui pour moi m'a gêné dans les autres films, c'est que je pense que la grande force du Silence des agneaux, c'est qu'Anthony Hopkins est enfermé, et que quand on le met dehors et qu'il sort, il perd de sa force, et que quand il est enfermé dans le 1 et qu'il ne sort pas, à part le dernier plan où il va bouffer, quand il met le chapeau et qu'il y a par téléphone qu'il va bouffer Anthony Held, je spoil rien, je trouve qu'il a une force énorme parce qu'on s'imagine tout ce qu'il a pu faire dehors pour être aussi cloisonné et enfermé comme ça. Comme pour moi, il est dehors dans Dragon Rouge et dans les autres, ou quand il joue avec l'Italien là à Rome, moi j'y crois pas du tout là, parce que tu sens qu'il a imposé à la production de manger l'Italie pour bien bouffer, pour avoir les meilleurs vins, pour avoir les meilleurs costumes italiens, la meilleure. J'ai l'impression qu'il est. J'adore Hopkins, à un moment dans sa carrière, il a dit à son agent bon, maintenant je suis Sean Connery, et il a fait Zorro.
Mais surtout qu'il est trop vieux après. Quand il fait Hannibal, il est trop vieux pour être perçu comme dangereux, quoi. Tu sens déjà un monsieur d'un certain âge et tu te dis c'est bizarre que des victimes se débattent pas, tu vois, parce qu'il est pas très impressionnant quand même. Hein. Non, c'est vrai. Un cannibale avec un dentier, ça le fait moins. Ouais. Non, mais dans le scénario, c'était assez gonflé dans le scénario de faire partir finalement le personnage qui est le plus charismatique du film. C'est presque à la moitié, non, enfin, qui s'en va aux 2/3, disons. Ouais. Tu pouvais te dire le film va pas s'en remettre, c'est-à-dire qu'il va plonger, et c'est pas le cas. Et ça, c'était quand même, il a réussi à maintenir une tension, parce que quelque part, le deuxième serial killer, il est plus cliché, tu vois, c'est quand même le gars qui a des problèmes sexuels, qui se tricote des trucs en peau humaine, ça pouvait vite tomber aussi dans le truc ridicule. Et je trouve qu'ils arrivent quand même à garder la tension, et le film ne pâtit pas du départ de Anthony Hopkins quand il s'évade. Alors, par exemple, Entretien avec un vampire, tu vois, tu avais Tom Cruise qui jouait le vampire Lestat, qui était, je trouve, le personnage le plus charismatique. Je trouve que quand Tom Cruise disparaît de Entretien avec un vampire, tu t'emmerdes un peu, si tu veux. Absolument. Ce qui se passe à Paris d'Entretien avec un vampire, on s'en fout complètement, on se retrouve dans un truc, dans Vanity. Mais Laurent, c'est intéressant parce que tu parles d'Interview with a Vampire et je pense pas que Tom Cruise aurait joué Lestat si Hopkins n'avait pas joué Lecter. D'un coup, il y avait un stigma qui était lié à jouer un méchant à Hollywood. Tu ne gagnais pas l'Oscar quand tu jouais un méchant. Un peu ce que disait Atman sur le syndrome Malcolm McDowell. Et tout d'un coup, tu étais marqué comme Bruce Dern après avoir tué John Wayne, qui a été marqué pendant 10 ans dans sa carrière, après l'avoir tué dans Les Cowboys, tu vois. Ouais, Marlon Brando dans Le Parrain, c'est quand même un méchant aussi. Non, c'est un méchant qui protège sa famille et qui touche pas à la drogue et qui dit « The ugly of family ». Donc c'est très très différent quand même. Non, mais après Anthony Hopkins avec sa stature anglaise, mais la performance d'acteur au niveau olympique, tout le monde veut faire un méchant, veut y habiter. Voilà. On voit le résultat que ça donne. T'as déjà joué un méchant? Moi, je voudrais en jouer un maintenant. Là, je joue souvent des petits enfoirés, mais on n'a pas cette stature-là en France. Je veux dire, il faut lui laisser faire le coup du Chianti, là. Il faut lui laisser faire tous ces trucs-là. Il faut le laisser c'est-à-dire le mec, il en impose. Mais tu sais, ça, c'est le génie et la fluidité et la flexibilité de Jonathan Demme, parce que la scène de la danse, où il met son sexe entre ses jambes, comme tu disais, c'était dans le livre et ils avaient décidé de ne pas l'introduire, de ne pas l'inclure dans le script. Et Ted Levine est arrivé vers Demme, il lui a dit, mais non, c'est le personnage, c'est toute la définition du personnage. Dans cette scène, elle est là, et il l'a gardée, il l'a inclus, et c'est extraordinaire. Et l'acteur qui devait jouer Lecter, et qui a même demandé à le jouer, hein, ils l'ont pas pris parce qu'il avait déjà choisi Anthony Hopkins, mais moi je trouve qu'il aurait pu être très bien aussi. Hein, c'est un comédien qui s'appelle Terence Stamp, tu vois. Oui, tout à fait. Qui joue dans Superman et qui joue dans l'Obsédé, mais comme il avait déjà joué l'Obsédé, on n'allait pas lui refaire faire le type qui Kneel before Zod. Oui, mais c'est pas un super acteur, Terence Stamp, par rapport à Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, il avait fait le ventriloque de Magic aussi, qui était une sorte de taré, tu vois. Qui était un dans le Masque de Zorro, Anthony Hopkins, à un moment donné, qui joue le professeur. Non, il s'appelle Antonio Hopkins dedans, il est espagnol. Voilà. Quand il est de Zorro, à un moment donné, il fait vraiment peur. Moi, je me rappelle, il a une violence comme ça physique il a une espèce de coup d'épaule de taureau. Il est très massif, Anthony Hopkins. Moi, il est très fou, on peut avoir peur de lui. Et je trouve que quand après on le libère, en jouant sur la jeunesse et tout, moi j'y crois moins, quoi. Tu as vu Laurent et Atman dans cette extraordinaire scène de monologue où elle parle des agneaux, où elle raconte le film, en fait, le sujet du film à Lecter. Bon, tout d'abord, il y a un machinot qui a fait tomber une clé à molette. Ils ont gardé quand même la scène, heureusement, on l'entend dans le fond. Mais surtout, ils étaient censés partir au Montana pour tourner la séquence où on la voit en flashback. Ouais. Et tout d'un coup, elle était tellement merveilleuse dans la scène que Jonathan Demme s'est tourné vers le reste de l'équipe et il a dit « I guess we're not going to Montana ». Bon, les gars, on va plus au Montana. C'est le producteur qui a dû faire ça. Le producteur, il a allé voir Johnny Foster. Mais moi, je voulais parler de... comment ça s'appelle ? Je sèche. Brooke Smith. Oui, de Brooke Smith. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu le premier DVD qui était sorti, il y a d'énormes bonus et il y a des bêtisiers où ils se fendent la gueule, où il y a Anthony Hopkins qui imite Brando, Stallone, mais dans des prises où il va frapper juste après dans la cage. Mais vraiment, moi je pensais on était vraiment chez Bergman, on était vraiment chez Streller, tu vois, à
ou chez Chéreau, ça ne bouge pas d'un cil, tu vois, ou chez Haneke, il n'y a pas une mouche qui vole. Et là, c'est la rigolade, comme d'ailleurs, c'est une rigolade. Et il paraît que celui qui jouait là, Ted Levin avec la fille dans ma Brooke Smith, ils n'ont pas arrêté de s'entraider, de s'envoyer du chocolat par rapport au truc parce qu'elle était enfermée en bas. Ils n'ont pas arrêté ils disaient que c'était très dur après de la faire gueuler parce qu'on avait une telle complicité. Il y avait deux équipes. Jodie Foster a dit que c'était un syndrome de Stockholm, mais elle l'appelait Patricia Hearst. Ah ouais, oui. Oui, évidemment, on est vraiment il y a deux films, c'est vrai, il a raison, Laurent, quand il dit qu'après, derrière, on est content de retrouver la deuxième histoire avec Ted Levin, parce qu'elle fait aussi très, très peur, quoi. Incroyable. C'est très fort, ça devrait complètement retomber, Laurent, t'as raison. Oui, mais normalement, deux serial killers dans un film, ça s'annule, tu vois, on te dirait, il y a un doublon, et en fait, ils arrivent à faire merveilleusement travailler, à fonctionner les deux, parce que d'abord, les deux sont très différents, il y en a un qui est captif, et il y a l'autre qui est en liberté, et l'idée de génie, c'était ça, c'était d'aller voir un psy en prison pour lui demander comment attraper celui qui était. C'est ça l'idée de génie de ce film. Quelle est la scène qui vous a fait le plus peur dans le film? Quelle est la scène ou la phrase qui vous a fait le plus peur et quand tu penses au Silence des agneaux, te renvoie à la gueule le film et moi, je crois que c'est la fin. Ouais. C'est quand il descend dans la cave et que c'est tout noir et que le mec la voit avec les et qu'elle est là, tu sais, comme ça, tu vois la. Moi, c'est le moment où il fait tomber les cartes de visite et il part dans la cuisine en faisant une petite pirouette parce qu'il en a rien à foutre d'elle et il n'a pas peur de mourir. Et moi, c'est avec le gouverneur quand il descend avec le masque et qui lui dit cette phrase à la gouverneure en disant est-ce que qu'on coupera. Je ne me rappelle plus de la réplique, ça m'avait glacé. Et qu'elle dit enlevez-moi cette chose là qui vient de rentrer dans mon esprit, ça m'avait. Il entre dans la tête des gens. Dans la tête des gens, c'est un vrai psychiatre, quoi. Voilà. Ouais, c'est extraordinaire. Laurent, le film gagne 5 Oscars très mérités. Savez-vous, mes amis, mes cinébuddies, quels sont les 2 autres films de l'histoire du cinéma à avoir gagné 5 Oscars les plus importants? Avant le Chilien de Coucou, c'est sûr. Bravo. Laurent, l'autre? L'autre, je ne sais pas. Il y en a qui en ont gagné plus que ça, même, non Je te parle des 5 Oscars principaux. On appelle, tu vois, metteur en scène. Acteur, actrice, metteur en scène. West Side Story, non? Non, c'est 1934. Je te donne un petit indice. Oula. 4. Je connais Grand pas le titre Hôtel, français. Non, je connais pas le titre français. C'est It Happened One Night. Ah bah c'est New York Miami. C'est le truc New York Miami. Exactement. Exactement. Bah oui. New York Miami. Et Laurence d'Arabie, tout ça, s'en a gagné au moins. Ben-Hur s'en a gagné au moins. Mais Ben-Hur, ça pas. Ah oui, mais Ben-Hur, il n'y a pas le féminin. Voilà, et puis je ne vous parle pas des Oscars qu'on appelle secondaires, comme les effets spéciaux, ces trucs-là. Là, je vous parle simplement des Oscars principaux. Mais c'est une grande année pour le cinéma, parce que c'est Terminator numéro 1. Je parle de box-office, là, mais il est 4e, Le Silence des agneaux, après Maman, j'ai raté l'avion et Terminator. Énorme succès, puisqu'il rapporte près de 300 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. Il y a du Laurentiis qui fait la gueule à ce moment-là, à mon avis. Tu m'étonnes. Mais il y a eu également John Hurt qui aurait été pressenti, Christopher Lloyd, Great Scott, Clarice, Patrick Stewart. Christopher Lloyd, le Christopher Lloyd de... Back to the Retour vers le futur. Non, de Zeus. Je te sais, ma gueule. Patrick Stewart, Louis Gossett Jr., Jeremy Irons, qui a refusé parce qu'il venait de faire Von Bülow. Je suis pas un fan de Patrick Stewart, moi. Pour moi, c'est le Guy Montagnier du cinéma. Je l'aime pas trop. J'ai jamais aimé, moi. Moi, j'aime bien quand même. Et jouer Magneto, bah bon, Laurent, j'ai lu que John Lithgow a dit qu'il avait lu aussi pour le rôle. Et Donald Sutherland, ils n'ont pas essayé non plus parce que tu l'aurais lu aussi. Peut-être, il aurait été bien aussi, mais Lithgow, il a été un merveilleux méchant chez De Palma et il a été un formidable méchant dans Dexter où il faisait le Trinity Killer, le tueur de la Trinité. Je ne sais pas si vous avez vu dans une saison de Dexter qui est peut-être la meilleure. Mais il y en a plein qui pouvaient. Friedkin, lui, quand il voulait le faire, quand il voulait faire Dragon Rouge, alors il voulait prendre un acteur anglais qui n'était pas connu du tout, qui est un gars qui s'appelle Ian Richardson et qui joue dans House of Cards, tu sais, la version anglaise. Mais il joue dans Brasil aussi, c'est pas celui qui martyrise la fille dans Brasil à la fin. Pas le docteur dans Brasil, Ian Richardson, il me semble. C'est lui qui fait le grand-père dans Greystock qui meurt sur le plateau dans l'escalier. Non, ça c'est Ralph Richardson. Ah voilà, ok. Donc, là, Ian Richardson, c'est un type très maigre, avec une gueule de majordome anglais, tu vois. Oui, bah, je sais que je le connais. Il avait joué dans un film d'Antoine de Caunes à Londres avec Jean Rochefort et Charlotte Rampling, il jouait un majordome justement. Ok. Enfin, il était très alcoolique, comme avait dit, qu'il buvait beaucoup. C'était déjà l'idée de faire jouer Lecter par un Anglais, tu vois. Alors que normalement, vraiment, Lecter est américain. Oui, il est de Baltimore normalement, mais il est d'origine. Attends, il est d'origine lituanienne dans le livre et il a un truc en commun avec un grand serial killer qui s'appelle Chikatilo.
c'est que son frère ou sa sœur est mangé par des cannibales dans le livre. C'est ça, oui. Pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, c'est ça. On n'a pas parlé de Ray Liotta qui est mort cet été là. Mais quand il se faisait bouffer la tête là, moi j'avais quand même rigolé là. C'était quelque chose. C'était une drôle de scène quand même. Une drôle de scène. À la fois tu avais envie de te marrer et à la fois c'était complètement atroce quoi. C'est une des scènes les plus horribles. Mais comment jouer ça en fait pour un acteur? On te bouffe la tête, tu sais que c'est en numérique plus tard qu'on battra. Je le voyais faire, c'était très bizarre, je comprenais pas. La scène est curieuse, elle est plus déroutante que vraiment grande scène du cinéma. Mais vous avez vu les caméos dans Le Silence des Agneaux? George Romero, vous l'avez vu? Ouais. Il est George Romero, il est quand ils sont l'endroit où il s'évade, là, dans la cage, quand ils viennent la chercher. Il y a Corman, je crois, à un moment aussi. Il y a Corman également qui fait un juge. Et il y a aussi Baby Did a Bad Thing, Chris Isaac, mais lui, il a carrément un petit rôle. Oui. Il y a le producteur aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, le producteur du film. En fait, il est dans la scène d'autopsie, tu sais, quand ils se mettent du truc sous le nez là, pour empêcher les odeurs pestilentielles de les gêner. Il y a un des mecs qui a un visage très marqué, tu vois, on dirait un vieux lion un peu, c'est le producteur du film. D'accord, il y a Tracy Walters aussi. C'est quelqu'un que j'adore, moi, qui est dans Erin Brockovich, qui est dans tous. Il est très inquiétant, ce type-là. Il faisait Bob Le Goon, il faisait l'adjoint de Jack Nicholson dans Batman. Ah, c'est ça, c'est une présence. C'est comme Charles Napier, c'est un des acteurs fétiches de Demi. Mais parce que Corman, c'est le premier producteur de Demi, non? C'est toute cette bande-là, c'est ça. Exactement. Ah oui, c'est des faiseurs en fait, ces metteurs en scène-là. Et quand ils chopent un bon scénario comme Silence des Agneaux, aidés par toute cette équipe, ils en font un chef-d'œuvre. Mais après, ils retombent vite fait dans des, je pense. Ouais. La scène où tu sais, où on arrive dans ce hangar où on voit la tête dans le bocal, là, tu te rends compte que Lecter a préparé ce plan 10 ans à l'avance. Et c'est exactement des trucs dont il s'inspire dans Saw, tu sais, les films avec Jigsaw. Jigsaw aussi est un enfant de Lecter. Il a des mises en scène. Il y a plein d'enfants de Lecter dans... C'était Farid Merabram qui jouait dans la parodie, là, à l'âme fatale. Je sais pas si tu l'avais vu avec ils avaient fait un faux, tu sais, de tous les thrillers. Ils avaient fait l'âme fatale avec Samuel Jackson. J'adore, ça s'appelle Loaded Weapon avec. Voilà, c'est ça. Et c'était Farid Merabram qui jouait le. C'est drôle. Mais Laurent, tu savais que Verhoeven avait regretté d'avoir refusé le film. Je savais pas qu'il avait. Je te dis, avant d'arriver à Jonathan Demme, ils avaient demandé à De Palma. Jonathan Demme n'était pas un mec qui était en haut des listes, tu vois. C'était. Ouais. C'est un film de deuxième choix en fait. C'est la revanche des outsiders à mon avis, ce film. Et j'ai lu que John Carpenter était pas fan du film. Ça m'a surpris ça. Oui, mon frère. Il l'a cassé. John Carpenter. Mais De Palma, il aime pas du tout. Il te dit que c'est pas bon du tout, tu vois. Friedkin, il aimait pas du tout non plus. Mais ils sont durs entre eux, en général, non? Oui. Moi, j'ai vu le 2 dans une projection privée où il y avait De Palma devant nous, qui se marrait en fait sur le 2, en fait, énormément. Moi, je suis allé au cinéma de Palma une fois. J'avais vu, moi, le film avec Al Pacino, là, tu sais, où il fait l'aveugle, là. Ah ouais, Scent of a Woman, Parfum de femme. Ouais, il était juste derrière moi et alors lui, il était sinistre pendant tout le film. C'est là où Pacino a commencé à faire ouah. C'est ça. Ouais. Mais De Palma, il n'aurait pas pu faire le film, je trouve. Non, moi je pense pas que c'était pour lui. Le film est sorti l'année du mouton dans le calendrier chinois, ça tombe bien. C'est un film qui est apprécié, c'est l'Aïd El Kébir, c'est ça pour l'époque, c'est ça. Silence des Agneaux, c'était du. Vacarme des moucheries, on appelait ça. C'est ça. Non, mais je comprenais, moi, à un moment, là, quand tu dis le silence des agneaux, le Seigneur des Anneaux, et tu pourrais dire le Seigneur des Agneaux aussi, tu vois, le gars qui... Ah oui, t'as raison, le Seigneur des Anneaux, bravo. Le Seigneur des Agneaux. Ah, bravo. C'est énorme. Comme dit Likini, c'est énorme, ce que vient de dire la chose. Le Seigneur des Agneaux, c'est excellent, ouais. C'est magnifique. Mais vous avez vu que c'est un truc que je n'avais pas remarqué lorsque je l'avais vu auparavant, c'est que quand tu as Catherine Martin, donc Brooks, dans cette espèce de cachot, cette oubliette, avec le petit chien Precious dans les bras qui est un bichon frité, on dirait un agneau, le chien. Tout à fait, oui. Ouais. Mais c'est quand même dingue qu'elle arrive à calmer le type, c'est carrément un bourreau, quoi. À le calmer parce qu'elle lui a piqué son petit chien. On était avec une petite mémère. C'est drôle. Et c'est ça qui, à mon avis, a dû débloquer tous ces trucs un peu bizarres où l'ambiguïté sexuelle
de Buffalo Bill, il avait tout à coup une petite mémère, il veut pas qu'on touche à son petit chien, il achètera un autre. Et la dernière séquence dont tu parlais, t'as vu Hannibal part dans la... Attends, je change de look pour la dernière séquence. Bravo. Parce que à la fin, tu mets un Panama comme Hannibal, mais j'explique que tu mets un Panama comme Hannibal, mais tu as vu à la fin, il perd son chapeau, on le voit dans les... Oui, il perd. Et ça a été qui l'aide à ramasser le chapeau, ouais. Ça a été tourné, mais c'est un plan génial. Moi, je l'ai regardé plein de fois. Je crois que ça a été tourné à la dernière minute, mais vite fait. Ils avaient besoin de ce plan-là. Surtout vacances pour tout le monde aux Bahamas en fin de film. Ouais, c'est aux Bahamas, je crois. Ouais. À Haïti, je crois. À Haïti, ouais, c'est pas aux Bahamas. Ah ouais. Vas-y. Ça a été fait la dernière minute. Il s'est dit comme ça. Il marche. Je crois qu'ils ont droit ils ont eu droit à un truc. Il y a juste une grue qui monte. Même tu vois que c'est un peu raté. Je crois quand même au loin, tu vois un mec avec un toki qui dit allez, avancez, tu sais, pour. C'est curieux qu'ils soient allés à l'étranger pour ça, quoi. Ils auraient pu tourner ça aux États-Unis. Mais je crois qu'en fait, en Louisiane, je crois que les exécutifs ont tellement aimé les rushs, les images qu'ils ont vues au jour le jour, qu'ils leur ont payé des petites vacances. Et vous croyez pas qu'il y avait d'autres scènes prévues en Haïti et puis que finalement ils ont décidé de pas les tourner? Enfin, peut-être qu'on voyait Lecter tuer Dr. Chilton, je sais pas. C'est possible. Vous savez, des fois, moi je l'ai vu pour des films américains, je l'ai vu pour un film anglais, qu'il y a toute une équipe qui est déjà là-bas pour un autre film, on envoie juste le metteur en scène, l'acteur principal, ouais, et le premier assistant. En fait, ils sont allés sur le plateau de Jaws la revanche avec Michael Caine. Peut-être, ouais. Le nanar. C'est pas ce film où le requin se fait embrocher, là, comme un... Non, c'est surtout ce film où le requin part d'Amérique pour aller aux Bahamas pour se venger de la famille Brody. Ah oui, c'est celui-là. Avec comment il s'appelle le mec qui parle comme ça, là, l'acteur Michael Caine, là, qui parle... C'est très mauvais, ça. Il disait qu'il avait jamais vu le film, Michael Caine, mais il disait que ça lui avait payé une maison de campagne où je peux voir. Magnifique, ouais, exactement. Mais tu as vu, le FBI adore le film, sauf le fait qu'on envoie Clarisse à la fin toute seule chez ce mec, parce qu'il dit on laisserait jamais une petite rookie partir comme ça, seule dans la nature. Mais ça s'appelle cette espèce de ce montage parallèle là où voilà, c'est ça. Même assez habile, où on croit qu'ils arrivent dans la maison et en fait c'est bien fait. Oui, mais ça porte un nom maintenant depuis ça. Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Ce twistage comme ça où il sonne à la porte, on croit que c'est et en fait elle est toute seule. C'est devenu. C'est possible. Bon. Je voudrais juste dire que les internautes, ceux qui ont adoré ce podcast, nous enverrons plus tard comment ça s'appelle. Sur Twitter. Ouais. Mais Tak Fujimoto, je voudrais juste dire qu'il avait travaillé depuis longtemps aussi. On parlait de Corman, il avait commencé avec Demi, il a fait Caged Heat et il a fait La course à la mort de l'an 2000 pour Corman. Oui, c'est ça. Donc il était... Je pense que c'est Roger Corman qui lui a parlé de lui. Ouais, c'est ça, voilà. Il a fait également Gladiator, Badlands et Le Sixième Sens quand même. Non, Badlands, c'est la balade sauvage, c'est génial. La photo, c'est des films magnifiques. Exactement, c'est ce que je dis. Le film, comme on disait, a inspiré plein de films, des bons. Moi, j'aime bien Insomnia, où Robin Williams était un serial killer merveilleux. Et il y en a des mauvais aussi. Vous avez vu un film qui s'appelle Copycat? Ah oui, mais ça a lancé Copycat avec... comment il s'appelle ce chanteur là? Harry Connick Jr. Ah oui, qui joue des méchants. On l'a vu dans plein de films. Et Laurent, comment ça s'appelle Juste Cause, où justement Sean Connery était face à Ed Harris qui faisait le méchant. Ça s'appelle Juste Cause. Juste Cause, parce que Ed Harris. Avec la femme de Spielberg, là, c'est pas ça, là? Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a eu aussi. Avec quel show là qui se passe en Louisiane? Il y a aussi de Taking Laps et le The Bone Collector aussi qui sont. Il y en a un qui était quand même gratiné, c'était avec Christophe Lambert. Ça s'appelait Résurrection. C'est fait par le gars qui a fait Highlander, là, Russell Mulcahy. Russell Mulcahy, voilà. Flop. Mais d'ailleurs, dans The Rock, il y a une allusion à Hannibal Lecter. Hein. Quand on accueille quand on accueille Sean Connery et qu'il ne faut pas le faire sortir et tout, il n'y a que lui. Il est accueilli comme dans Hannibal Lecter, quoi. Ah ouais, c'est pareil, ouais. La cervelle mangée par Hannibal. Mais moi, j'ai adoré. J'avais pas fait. Laurent l'a dit, j'avais pas fait l'allusion avec le tiroir. Qu'il y a dans l'Exorciste, là, quand il ouvre, que le tiroir arrive violemment. Scott Glenn est formidable. Il ressemble beaucoup à David Carradine, je trouve. Ouais, tout à fait, ouais. Et il est très, très bien dans ce rôle. Et toute cette bande-là, il y a Scott Glenn, et moi, je le confondais longtemps avec Lance Henriksen. Pendant longtemps. Celui qui est dans Alien, là, le robot. Roy Scheider, Lance Henriksen et Scott Glenn. T'aurais pu mettre Roy Scheider en Crawford aussi, tu vois. Tout à fait. Il avait marché aussi. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un film où ils jouent des frères. C'est des types émaciés qui vieillissent pas, ils sont très secs comme ça. Il y a un truc qui est très très bien fait et qui est complètement une réflexion de la vie, c'est que le FBI et la police, tout le monde commence à se bouger dès l'instant où on kidnappe une fille riche
T'as vu, parce que quand Dahmer se met à tuer des Noirs dans son ghetto, personne ne bouge une oreille pendant des années, alors que là, tout d'un coup, ça commence à s'agiter dans la fourmilière. Mais ce qui est fort dans le scénario, c'est que ça reprend vraiment. Moi, j'avais étudié ça sous l'angle du récit. Hein. Je veux dire, le récit est quand même très fort parce qu'il y a quand même une structure de conte de fées quand même là-dedans. Quoi. Ouais. C'est pourquoi ça parle à l'inconscient et tout ça. C'est que t'as quand même le grand méchant loup, t'as quand même la petite fille. Il y a des mécanismes qui viennent des contes de fées. Les plus grands scénarios sont toujours reliés à un conte de fées. Comme dans beaucoup de films d'horreur, Shining aussi, c'est comme ça, tu vois. Mais il y a absolument. d'allusions comme ça, je pense à une sorte d'inconscient collectif. Il y a un truc qui a fait beaucoup de mal au thriller, c'est l'Internet et les cell phones et les téléphones portables. Parce que là, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas l'Internet. Et on a peur tout le temps. Et on avance dans une enquête et elle travaille. Tu as vu, elle travaille dur pour arriver à trouver ce type. T'as un isolement terrible à cause du téléphone, mais il y a des films qui ne tiendraient plus maintenant avec le portable. Exactement. Le facteur sonne toujours deux fois. Enfin, pas le facteur, comment ça s'appelle là, le film d'Hitchcock, là, tu sais, où... Ah oui. Dial M for Murder en anglais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il y a... Vous savez ce que ça veut dire Starling, son nom en français? Non. C'est un étourneau, un petit oiseau. Donc, en fait, quand le lecteur lui dit « Fly away, Starling », il parle d'un étourneau aussi, et on repart effectivement dans les contes de fées avec des animaux de nouveau. Et aussi un petit peu dans La Nuit du Chasseur, tu sais, où tu avais... Quand tu as Jamie Gum, Buffalo Bill, qui a marqué « Love » sur sa main, ça rappelle un autre grand psycho killer qui est Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Le côté closer, tu te passes sur en anglais, tu l'as... apportez-moi un closer, et puis elle veut pas, il fait closer. Tu vois, il y a un truc de jeu qui est vraiment déposé. Là, il dépose un rôle. Tu peux pas passer derrière. C'est vraiment un truc. Bien sûr. Il y a un hommage, je trouve, à Psycho parce qu'on voit les oiseaux empaillés et puis dans cet univers de Jamie Gum, de Ted Levine, ça ressemble aussi un peu à Leatherface, à la maison de la famille tronçonneuse. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont trouvé qu'il en faisait des tonnes, Anthony Hopkins. Tu vois. Par exemple, moi, je me souviens d'une interview de Daniel Day-Lewis où il disait en fait qu'il n'avait pas du tout aimé la performance de... Parce que je crois qu'on lui avait proposé aussi à Daniel Day-Lewis de faire le Dr Lecter, et il trouvait qu'en fait il fallait le jouer complètement, tu vois, neutre, et qu'il fallait pas faire les côtés grimaçants avec la voix qui change. Moi, je trouve que ça... Mais moi, je me méfie toujours d'autres acteurs qui... Je veux dire, la performance, elle est là, elle nous a touché au plus profond de... Moi, après, je veux dire, Daniel Day-Lewis, je veux dire, je l'aime beaucoup, c'est un immense acteur, voilà. Mais je veux dire, lui aussi, en fait des... Moi, quand je regarde Gang of New York, excuse-moi, s'il y en a bien un qui en fait des caisses, et ça marche. Je veux dire, avec son œil, sa viande, nous expliquer comment il prend de la viande. Voilà. Je veux dire, il est quand même un peu mal placé pour dire qu'il, tu vois, je veux dire, en faire des caisses, quoi. Absolument. Les serial killers ont été remplacés aux États-Unis par les mass shooters. Maintenant, malheureusement, c'est des types qui tirent dans des écoles. Qui tuent de masse, ouais. Et Ted Levine, tu as vu, quand il est avec la première fois qu'on voit ses lunettes nocturnes, il ressemble lui-même à une espèce de gros papillon de nuit. Il a quelque chose de très insectoïde. Et quand on voit ses lunettes au départ, c'est les lunettes nocturnes de Tchekhov. On sait qu'on va les revoir dans le 3e acte, quand on les voit dans le 1er acte. Et ça, c'est une fois de plus très bien fait dans le scénario. Il y a un truc qui est bien amené aussi par rapport à accepter que lui, la psychanalyse, d'ailleurs, on comprend bien qu'il a pu faire rentrer dans sa tête des trucs dégueulasses à la personne qui se bouffe la langue, là, juste à côté, là, qui se suicide à un moment donné. Voilà. Mais on se rend compte qu'il tue, Hannibal Lecter, des gens cons, en fait. C'est assez dit dans sa psychanalyse. Il tue, en fait, des patients qui le faisaient chier ou avec qui il n'avait pas la patience de les psychanalyser. C'est l'ancêtre de Dexter qui tue que des méchants aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, Laurent, combien y a-t-il de serial killers en activité aux États-Unis à tout moment, d'après le FBI? Ça, j'en sais rien. Entre 25 et 50. C'est tout? Ouais. Mais à chaque instant de ta vie, il y a toujours en activité entre 25 et 50 serial killers. Après, il faut avoir tué combien pour être qualifié de serial killer? 3. 3 3 selon le même modus operandi. Tellement vite que j'ai peur maintenant. Non, mais parce que j'ai regardé ces séries, il dit c'est au bout de 3. Et selon le même modus operandi, que la même façon de faire qu'on dit un serial killer, tu vois. Mais ils ont été remplacés par les mass shooters, ils ont un peu disparu à cause des caméras. Il y a des caméras partout, tous les cell phones, la police scientifique. Il y a plus les gens font plus d'autostop en plus, remarquez. Ouais, voilà, les gens font plus d'autostop. Maintenant, on trouve ton ADN, tout. Tu vois, tout à l'heure, Laurent, tu as fait la musique de comment ça s'appelle? Voilà, et on l'a reconnu tout de suite. Il paraît qu'il y a une application sur Deezer où maintenant tu fais nanana et on te donne le titre tout de suite, comme la pub de la Fnac qu'il y avait à l'époque. Mais il paraît qu'en fait, c'est pour avoir
selon certaines sources de la police et tout, ton empreinte vocale aussi maintenant. Tu sais qu'il va être stocké par le FBI et par des éminences policières au-dessus de nous. On est surveillés. Les podcasteurs sont dans la merde. Ah oui, bah oui. Nous, acteurs, on s'en fout. Ça fait des années qu'on a donné notre voix et notre image. Mais les autres qui veulent rentrer dans l'anonymat, tu as les Dupont de Ligonnès, par exemple. Mais le rôle d'Hannibal marquerait tellement Anthony Hopkins que même tu vois Hannibal dans certaines de ses performances, comme dans un film que j'adore, qui est Les Vestiges du jour. Et par moments, ce majordome ressemble un petit peu à Hannibal. 2 ans après. On est l'acteur d'un rôle, hein. Il est l'acteur de ce rôle-là, mais il en a fait d'autres après derrière. Moi, je me rappelle de sa performance dans Les Fort Man, qui est complètement, je trouvais génial. Ou même dans Audrey Rose, il était fabuleux. C'était un sous-exorciste, tu vois. Laurent, j'ai trouvé que l'utilisation de la musique classique, tu sais, les variations Goldberg, m'a fait penser un petit peu à Alex et à l'utilisation que Kubrick en fait dans Orange Mécanique. Cette extrême violence avec cette musique sublime. Et tout d'un coup, il passe en mode robot. Tu as vu, il devient incroyable, Hector, ce qu'il y a dans ses yeux. Le seul cliché, c'est que tu associes souvent le méchant à la musique classique. Tu vois, t'as souvent dans les films où les nazis, tu vois, enfin, les méchants, ils écoutent. Dans Marathon Man, il écoutait de la musique classique avant de partir d'Amérique. La musique de Wagner, oui, parce que c'est un nazi. Non, mais c'est surtout Bach. Bach est dans tous les films, dans tous les polars. Tu l'as dans la liste de Schindler, Bach il est partout. Ou c'est la toccata, ou c'est les variations Goldberg avec des méchants. Et c'est partout. Mais Bach, c'est vraiment, il a été dans Back to the Future aussi. Hein dans Back to the Future. J'ai vu aussi. As vu ou dans Terminator, I'll be back. Il y a un truc qui est très bien fait aussi dans le production design, c'est que Buffalo Bill a 2 svastikas, il a 2 croix gammées sur son lit, t'as vu rodé sur son lit. Donc le mec, il est vraiment dans tous les sens et c'est une idéologie. Et c'est très moderne aussi, malheureusement. Il y a quand même quelques incohérences. Quand ils le mettent en papillon, là, le type, là, à Baltimore, là, dans la cage, le nombre de peaux qu'il faut avoir pour en faire une espèce d'oiseau. Moi, après, quand j'ai revu plusieurs fois, quand je revois le film, je me dis, bon, quand même, tu vois, il y a un truc. Bien sûr. Et avec ce petit canif, quand même, il a eu du temps de l'ouvrir, tu vois, de prendre sa tête. Ouais. Tu vois, c'est quand même. Laurent, ce que j'adore, c'est à la fin, comme elle réalise que c'est lui en voyant le papillon. Et lui comprend qu'elle a compris. Qu'elle a compris. Alors, on est chez Colombo. On est chez Colombo à ce moment-là. Ah ouais, c'est magique. Il y a une tension qui s'installe. Bon, après, si tu veux, c'est un film comme plein d'autres films. Imagine ce film-là avec un autre casting. Tu vois, c'est plus du tout le même truc. Tu vois. Bien sûr. Imagine Michel Pfeiffer, Jeremy Irons en Lecter. Là, c'est l'alignement de planètes, tu vois, c'est que tu as quand même une sorte d'alchimie qui se crée entre tout. C'est un miracle, un bon film, enfin un film comme ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Le Parrain, c'est pareil, t'aurais mis Robert Redford à la place d'Al Pacino, ça marchait plus, tu vois. Le Parrain, la densité de Al Pacino dans Le Parrain, elle ne peut être que par ce petit être, ce petit moineau avec son chapeau là de croque-mort. Tu peux pas le donner à Robert Redford, je sais pas. Au départ, quand tu lis le roman Le Parrain, Michael, il ressemble à Robert Redford. Il est blond, il est grand, tu vois. C'est pas du tout Al Pacino. Spécial Le Parrain bientôt avec Laurent Vachaud et Atman Khelif. Bien, merci mes cinébuddies pour cette enquête dans les tréfonds de l'âme humaine. Le fond de l'air effraie. Laurent, tu es en pleine écriture, donc merci. Et Atman au théâtre et au cinéma, et bientôt un jeu vidéo. Donc merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Moi, je suis dans le nouveau jouet. Bon, voilà. Je joue ce que faisait Charles Gérard, donc. Formidable. Eh les mecs, fais-moi Charles Gérard. Charles Gérard, non, je peux te le faire, Charles Gérard, dans La Bonne Année, quand Ventura comprend pas comment. Il dit, mais c'est comme ça, les femmes, maintenant, elles sont modernes, il dit un truc comme ça. Tu vois, il dit comme ça. Ou dans Flic au Voyou, il a aimé dans Flic au Voyou, quand il dit, Théodore Musard, il a tout macroté, de Menton à Marseille, même la pétanque. La façon dont il parle. Pas mal, ouais. Pas mal. Il a un truc comme ça, mais avec sa tête, il a une tête comme ça de... Il y a un très bel hommage au César sur Charles Gérard, mais magnifique, qui est un easter egg que personne n'a compris. Ils ont montré tous les gens qui adoraient Belmondo. Et Belmondo, ils ont fait un hommage à Belmondo, mais Charles Gérard était mort 6 mois avant. Et à la fin, et la dernière phrase au César, et Belmondo regarde Charles Gérard dans un film, il dit « Je pars avec monsieur ». C'est-à-dire, je pars au paradis, mais j'emmène Charles Gérard avec moi. Il fallait vraiment, je pense que Domenech, il aurait senti ça. C'est un beau mot de la fin.
Joyeuse abracadalloween, on se retrouve dans pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur YouTube. On va les mettre. Et abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venue l'heure du jugement dernier. Vos noms et vos phrases signatures, Laurent puis Atman. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Atman Khelif, closer, Clarisse, closer. Je le fais mal, Anthony Hopkins. C'est vrai que tu fais mieux Charles Gérard qu'Anthony Hopkins. Parfait. Jean Weber, ou plutôt mon nom d'Halloween, Jean Vénère, pour Abracadalloween et Cinéchat, signing off. Stay tuned en fin d'émission après la musique pour quelques recommandations pour Abracadalloween, Abracadam sensible, s'abstenir. Et maintenant, mettons du rouge à lèvres, carrons-nous le sexe entre les cuisses et dansons devant le miroir. Tu vas avoir des problèmes. Goodbye podcast, I'm flying home to you. Là, c'est Halloween là, bientôt. Est-ce qu'il y a des films d'Halloween aux États-Unis qui sont sortis là? Je peux t'en conseiller 4 direct si tu veux. Vas-y, parce que moi je. Alors il faut voir Smile, il faut voir Terrifier 2, il faut voir Barbarian et il faut voir Pearl. Est-ce que vous connaissez un film qui s'appelle Terrifier 2 ? Parce qu'il y a une performance centrale d'un mec qui joue un clown maléfique, et ça, j'ai jamais vu un acteur aussi bon que ça, c'est hallucinant. Il parle pas, et le film dure 2h30 parce qu'il a été financé par des fans sur Kickstarter, et c'est le premier slasher qui dure 2h30. Terrifier 2 ? Ouais. Moi, j'ai adoré les nouvelles versions de ça sur le clown. Ça fait peur à tous les enfants. Ouais, mais là, tu vas voir, il s'appelle Art de Clown, et à côté, c'est Bozo, Pennywise. Bienvenue dans Cinéchat. Goodbye podcast, I'm flying over you. Would you fuck me? I'd fuck me hard.